Oh les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. Briser les chaînes. Rencontre avec l'historienne Audrey Célestine et l'écrivain Mohamed Mbougarsar, animé par Olivia Gesbert avec les lectures de Constance Dolé. Une rencontre enregistrée en public en mai 2022 au Mucem à Marseille lors de la 6e édition du festival Oh les beaux jours. Ravi de vous voir tous réunis aujourd'hui pour cette rencontre littéraire autour de deux textes, deux livres qui viennent d'être réédités et autour de deux figures littéraires noires, militantes, deux Martiniquais, Françoise Ega et René Maran, dont on va vous parler aujourd'hui, dont on va croiser aussi les inspirations et les combats. Alors la première, Françoise Ega, était l'autrice de Lettres à une Noire, qui a été publiée en 1978, 2 ans après sa mort. Dans ce livre, elle dénonce les conditions de travail et le traitement qui est réservé aux jeunes Antillaises débarquées à Marseille, embauchées comme domestiques dans des familles de l'Hexagone, des familles bourgeoises. Les combats de Françoise Ega, c'est l'historienne Audrey Célestine qui est avec nous pour les retracer aujourd'hui. Bonjour, il faudra prendre votre micro pour qu'on puisse tous bien s'entendre. Audrey Célestine est historienne, politologue, sociologue aussi. Elle est l'auteure des Vies de combat, ces 60 portraits de femmes noires, libres, qu'elle a réalisés, des plus connus aux plus anonymes d'entre elles, et qui retracent ces combats. À l'intérieur, donc, on peut retrouver aussi cette figure, celle de Françoise Ega. Le second texte et le second écrivain dont on va vous parler aujourd'hui, c'est René Maran, qui a été le premier écrivain noir à recevoir le prix Goncourt en 1921. Alors, il aimait pas cette étiquette, cette appellation, on y reviendra, mais reste que c'est aussi la réalité dans notre paysage littéraire. Et ce prix, il l'a reçu 1 siècle exactement avant Mohamed Mbougarsar, qui est notre deuxième invité aujourd'hui, l'auteur sénégalais de La plus secrète mémoire des hommes, paru chez Philippe Ray, récompensé cette année ou l'an dernier, à 31 ans seulement. Il est furieusement jeune et on est ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et alors justement, Mohamed préface la réédition l'an dernier, aux éditions du Typhon, d'un des livres phares donc, de cet auteur, qui est René Maran, Un homme pareil aux autres. Le livre a paru la première fois en 1947, et donc on le retrouve avec bonheur aujourd'hui. C'est pas le livre qui avait été concourisé à l'époque, c'est un autre livre moins connu de lui, mais sûrement même beaucoup plus important, à ses yeux déjà, au vôtre peut-être aussi. C'est intéressant d'ailleurs dans la préface, puisque vous la signez, quand vous êtes présenté, Mohamed, on dit qu'il est écrit que vous êtes en train d'écrire et que vous allez publier un prochain roman chez Philippe Ray. Voilà, ce fameux roman qui est devenu donc prix Goncourt entre-temps. Bonjour à vous. Bonjour. Première question justement pour vous, Mohamed. Au cœur de ce livre, dites-vous la question existentielle de l'œuvre et de la vie de René Maran, c'est le problème de la barrière raciale jusque dans les relations sentimentales. Et donc il faut raconter que ce texte n'est pas un grand manifeste anticolonial, même si ça traverse cette réflexion. C'est d'abord presque un roman d'amour ou un texte d'amour, un journal qui raconte un amour contrarié entre Veneuse, qui est le narrateur, le personnage principal, et André et eux. Et alors le problème, c'est que lui est noir, il est fonctionnaire colonial, elle est blanche, elle est européenne. Et à l'époque, on ne se marie pas, comme il l'écrit, en dehors de sa race. Ou alors il faut aussi dire à son personnage, un nègre n'a pas le droit de s'évader de sa race. Ça, c'est tout le problème. Oui, c'est tout le problème de René Maran, mais qui vient de sa propre situation. René Maran est fonctionnaire colonial, c'est un administrateur colonial, donc factuellement, il participe à l'entreprise coloniale. Mais il en voit évidemment la brutalité, il en voit l'horreur, il en voit l'inhumanité. Et c'est plutôt dans le roman qui a reçu le Goncourt qu'il attaque frontalement cette question. Pas tellement dans le récit, dans le roman, dans le texte du roman, mais plutôt dans la préface de Batouala, donc, qui est le roman qui a reçu son prix Goncourt. Cette préface qui est une charge anticoloniale féroce. Mais comme toujours chez René Maran, c'est une charge qui est tempérée par beaucoup de choses. Lorsqu'on replace le texte dans son contexte, c'est une charge violente. La préface est très violente, mais lorsqu'on lit très précisément ce qu'il dit dans la préface, il dit qu'en réalité, oui, la colonisation est une chose abominable, elle est brutale,
mais il précise que c'est aussi parce qu'elle déshumanise le colon. Donc il y a une sorte de réflexion comme ça, mais on ne peut pas le soupçonner en tout cas de n'avoir pas condamné la colonisation. Mais tout ça part d'une situation très personnelle qui est la sienne, d'ambiguïté, de partage finalement et de déchirement. Et dans ce texte, donc, un homme pareil aux autres, il se confronte à cette même question, mais en la déplaçant sur le terrain amoureux. En fait, c'est un roman d'amour, c'est un beau roman d'amour, mais qui est une sorte de lucarne, une perspective sur la question des relations interraciales, comme on dit, mais qui est surtout une perspective sur la relation coloniale et la manière dont elle pèse sur chacun, finalement. Elle pèse, mais c'était son point de vue marrant. C'était vraiment la colonisation pèse sur le colonisateur, mais elle pèse aussi parce que c'est lui qui en est la victime la plus souffrante, la plus douloureuse sur le colonisé, bien sûr. Mais il a tout l'art de métaphoriser cette expérience-là dans une vraie relation d'amour avec des questions au départ qui sont des questions que tout amoureux peut se poser. Est-ce que je peux aimer cette femme? Comment faire pour l'aimer? Comment la séduire? Autant de questions qui se heurtent au même écueil. Oui, mais je suis noir. Donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas. Et tout le roman est traversé par cette question-là, une sorte de pas en avant et immédiatement de prise de conscience de sa réalité, qui est une réalité d'une couleur de peau qui pèse très profondément sur le personnage de Veneuse, mais sur Maran lui-même aussi. Audrey Célestine, vous l'avez lu, ce livre, ce roman de René Maran, vous en avez pensé quoi à première vue, à première lecture? C'est un auteur que vous connaissiez, mais qui n'a pas non plus, qui ne s'est pas imposé sur votre table de chevet. Vous avez pu, à l'occasion de cette réédition, lire ce livre-là de lui. Qu'est-ce qu'il vous a inspiré ? Alors effectivement, René Maran, il fait partie de ces auteurs dont on sait qu'il s'agit d'auteurs martiniquais illustres, on sait l'histoire du Goncourt, mais dans les cercles peu intello, etc. des Antilles, on lit plus volontiers Césaire, on lit plus volontiers même Damas et Senghor, hein, les auteurs dits de la négritude et qui sont plus facilement convoqués. Et René Maran, on le connaît d'un peu plus loin. Et effectivement, moi, j'ai été à la fois touchée et surprise par cet ouvrage qui aborde effectivement des thématiques, la thématique de presque du double regard qu'ont nécessairement les personnes noires, des choses qu'on aborde très souvent d'abord dans la littérature états-unienne, africaine-américaine. Et d'ailleurs, dans la préface de Mohamed, il y a toute cette référence à Du Bois, qui est effectivement extrêmement valide dans le cas de ce roman-là. Il y a aussi ce procédé littéraire d'utiliser l'histoire d'amour pour parler de cette question de la barrière raciale, parce que cette histoire d'amour, elle permet quoi ? Elle permet de faire une histoire universelle, de parler de sentiments que toute personne qui lit l'histoire peut tout à fait comprendre, avec cette petite couche supplémentaire de même ses amis ne comprennent pas ce regard très particulier, c'est-à-dire qu'il a des expériences en commun avec tout un tas d'autres personnes, y compris les lecteurs qui ne sont pas noirs, mais il ajoute qu'il y a quelque chose en plus dans son expérience, quelque chose de particulièrement douloureux et qui, lui, le freine, que les autres sont incapables de voir, alors même que ses amis l'encouragent, disent « mais si, cette histoire, elle est possible, si tu l'aimes, etc. » Mais lui dit « mais non, il reste ce quelque chose, et ce quelque chose, je n'y peux rien. » Et de fait, c'est des choses qu'on va retrouver, qu'on continue d'étudier un siècle plus tard dans nos travaux de sciences sociales, sur cette question de la race, mais qu'on a de façon moins évidente, peut-être moins directe dans la littérature française. Et je pense que c'est pour ça que ce roman, il m'a particulièrement intéressée. Mais ça travaille toute la question du complexe, hein, comme on dirait dans la tragédie grecque aussi, énormément chez lui, de cette
infériorité intégrée et la manière dont elle se répercute aussi sur cette histoire d'amour qu'il va vivre et penser. Alors je vous propose qu'on écoute tout de suite les mots de René Maran avec la comédienne Constance Delay qui va nous accompagner tout au long de cette rencontre littéraire. On va écouter un extrait qui fait l'ouverture de la deuxième partie du livre de René Maran, Un homme pareil aux autres. André, ce soir, plus seul que jamais en face de moi-même, je me sens dépouillée de force et de courage au point que le dégoût me prend de toute cette solitude que je m'efforce de dresser orgueilleusement entre le monde extérieur et moi, à cause de vous. J'ai beau endormir un instant ma peine en ne pensant qu'à vous, rien qu'à vous, qui vivez si loin de l'endroit où je vis, je sais que malgré vous et malgré moi, vous ne porterez jamais le nom qui est le mien. Nous ne nous marierons jamais, bien que tout semble nous pousser dans les bras l'un de l'autre. Par l'éducation, par l'instruction, nous appartenons au même milieu social, nous parlons le même langage, nous avons la même façon de penser, nos inclinations et nos habitudes ne sont pas si dissemblables qu'elles puissent nous opposer l'un à l'autre. Fins, délicats, cultivés et loyaux, nous ne demandons, je le sais, qu'à accorder nos particularités. Nous sommes capables d'expliquer avec la plus juste mesure le pourquoi de nos préférences. Enfin, nous aimons tous deux profondément. Il semble que nous devrions aller cœur à cœur dans la vie et marcher du même pas solidaire et confiant vers les joies qu'elle nous réserve, vers ses tristesses aussi. Eh bien, non, ce n'est pas possible. Il nous faut renoncer à ce bonheur entrevu. Nous pouvons le caresser de la pensée, mais il n'est pas pour nous. Le cœur, l'esprit, la culture, les habitudes, les inclinations, le milieu social, l'éducation, en un mot, tout ce que supprime l'amour lorsqu'il n'est que désir, tout ce qui le magnifie et assure sa durée, lorsqu'il est plus et mieux que cette courte folie, André, chéri, tout cela n'est rien, absolument rien, tant que l'intelligence ne sera pas devenue la seule patrie de tous les hommes. En attendant, nos races nous séparent, c'est un fait, et qui m'oblige, quelle que soit ma détresse, à repousser, parce que je vous aime, le don que vous me faites de vous. Vous m'attendez, voilà des mois et des mois que vous me le criez dans chacune de vos lettres. Vous vous offrez à moi. Je n'ai en quelque sorte qu'à tendre la main et vous m'appartenez tout entière comme je vous appartiens tout entier. Mais je vous refuse. Parce que je vous aime, comprenez-vous? Parce que je vous aime. Nos races nous séparent. Si je ne le suis pas pour vous, aux yeux des autres, aux yeux de tout le monde, je ne suis et ne serai jamais qu'un nègre. Voyez-vous? Et un nègre n'a pas le droit de crier, de rire, de pleurer, d'aimer, de faire 1000 folies, ni d'être en proie, comme tout le monde, aux sentiments les plus opposés de l'âme humaine. Il n'a que le droit de vivre boulé en hérisson. Grand chagrin et petite joie, il se doit de tout peser à la balance des préjugés et de ses scrupules, afin de n'importuner personne. Je songe à tout cela, André chéri, avant de relire, ainsi que je le fais chaque soir, les belles chères lettres que vous m'envoyez depuis un an. Elles sont là, à côté de moi, dans le lit étroit où je repose, sous mon oreiller. Je suis heureux de la mélancolie sourde qu'elle m'apporte et d'aimer qui je ne dois pas aimer. Chaque soir, lorsque je palpe longuement, ne me décidant à l'ouvrir qu'après maintes hésitations, le portefeuille où projets, aveux, confidences, sommeil vos griffonnages, André, une fièvre légère, précipitant les mouvements de mon cœur bas à mes tempes. Elles sont là, sous ma main, vos lettres. Un frisson me parcourt, j'ai des picotements au bout des doigts, de bizarres démangeaisons aux paupières. Patience. Je vous relirai tout à l'heure, chère lettre, avec la voix de la pensée, et peut-être vous trouverai-je plus émouvante, tout secret plaisir paraissant plus vif à qui sait le différer plus longtemps. Voilà 13 mois pleins que je suis à Kokaga. Je ne parviens pas à m'y plaire.
Pourtant, chef ou camarade, les Européens du poste sont de braves gens affectueux et sûrs, toujours de bonne humeur et serviables et discrets. Ils me réconcilient avec la plupart de ceux qu'il m'a fallu fréquenter à mes précédents séjours. Je m'étais fait à eux. Un télégramme officiel est arrivé il y a 2 jours. Encore une semaine et je quitterai les nouveaux amis que le hasard a placés sur ma route pour rallier, dans la direction de l'Aï, la subdivision de Moussananga, dont le commandement vient de m'être donné. Merci beaucoup, Constance Dolé, pour cet extrait d'un homme pareil aux autres, de René Maran, préfacé par Mohamed Bougarsar et réédité aux éditions du Typhon. Il faut expliquer quand même peut-être juste, Mohamed, sur cet extrait, c'est que cet amour étant impossible entre deux, ou en tout cas le voyant, le percevant comme tel, notre narrateur, notre héros décide de partir en Afrique comme fonctionnaire colonial. Il fuit André, sa bien-aimée, il fuit son regard et il part donc seul, il s'échappe là-bas. Alors c'est intéressant dans cet extrait, c'est quand il dit « Nos races nous séparent. Si je ne le suis pas pour vous, aux yeux des vôtres, aux yeux de tout le monde, je ne suis et ne serai jamais qu'un nègre, voyez-vous. » Et en exergue de cette partie, une citation de Stendhal, un extrait de l'amour, où Stendhal revient sur ce grand principe de la cristallisation qu'il a théorisé aussi à travers ses romans. Qu'est-ce que l'amour peut transcender justement dans les yeux de René Maran, ou en tout cas de son narrateur? En fait, le grand drame de Veneuse, c'est qu'il y a à la fois un amoureux transi, mais c'est un amoureux aussi frappé d'une lucidité douloureuse. On peut considérer qu'à un certain degré, et c'est d'ailleurs l'un des principes de la cristallisation de Stendhal, l'amour est une forme, non pas de rejet de la lucidité, mais en tout cas, disons que c'est un état qui peut se passer d'une forme de lucidité. On ne voit pas l'être tel qu'il est, mais on l'idéalise. Et c'est précisément ça l'amour, c'est le fait de l'idéaliser clairement. Veneuse idéalise Marielle parce qu'il l'aime, mais il ne peut pas non plus idéaliser la situation. C'est ce qui est vraiment autour. Donc, le fait d'être transcendé par l'amour trouve immédiatement, au même moment, au même endroit, sa propre limite. Et c'est précisément ça qui est extrêmement difficile à vivre pour lui. Il fuit André, mais André, évidemment, ne cesse de le suivre parce qu'il l'aime, parce qu'il l'apporte, mais aussi parce que ses amis n'arrêtent pas de lui parler d'André et lui disent tout le temps, mais qu'est-ce que tu attends? Fonce, épouse-la. Et lui, désabusé, leur répond toujours. Mais alors, en des termes peut-être plus contemporains, peut-être qu'il leur dirait, mais c'est vous avez un privilège, c'est le privilège de votre race de croire que vous pouvez, qu'on peut s'échapper comme ça de sa race. Ce qu'il dit, on ne s'évade pas de sa race jusque dans l'amour. Et plus tragique encore, c'est peut-être dans l'amour même que la barrière raciale se fait sentir le plus lourdement et le plus douloureusement, et qui fait que pendant tout le roman, on est dans un balancement, mais qui fait toute la beauté du roman, je trouve, entre la grande déclaration d'amour enfiévrée et la complainte de l'amour impossible. C'est vraiment entre les deux, et c'est ce balancement-là qui est très très beau. Et on l'entend dans la langue de Maran, que c'est un héritier du romantisme, vraiment le plus. On croit entendre, je sais pas, Vigny, on croit entendre tout un ensemble c'est un style à la fois héritier du 19e siècle, mais aussi héritier quasiment de la Troisième République. Maran, c'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'il a aussi eu une sorte de fossé qui le séparait des Senghor, de Césaire, qui l'ont reconnu, mais qui lui a toujours été un peu, bon, sauf vers la fin de sa vie, mais il a toujours tenu à garder ses distances par liberté, par esprit aussi d'indépendance. Mais je crois que, plus fondamentalement, il ne se sentait pas appartenir à cette génération-là. Dans le roman, apparaît une sorte de bibliothèque
que Veneuse emporte avec lui en partant. Et ce sont des noms d'écrivains, tout ce qu'il y a de plus quasiment Troisième République, quoi. Maran était un gidien. Et Gide, bon, a su traverser comme ça mais il ne faut pas oublier que Gide est d'abord quelqu'un vraiment de cette période très étrange, fin 19e, début 20e siècle. Et voilà, Maran est de cette école-là, finalement, et ça s'entend jusque dans ce style qui est très très beau, qui sait à la fois retranscrire l'amour, la fièvre de l'amour, mais qui est déjà plongé dans la douleur de cet amour qui ne peut pas avoir lieu. Et je vous laisse découvrir finalement comment il va résoudre cette histoire-là, ce qui se passe à la fin, quelle décision il prend après toutes ces hésitations. En tout cas, il n'a pas la même bibliothèque veneuse que votre narrateur à vous, celle que vous décrivez très rapidement au début de La plus secrète mémoire des hommes. Hein. Ça, c'est pas tout à fait les mêmes références. Non. Non. Tout à fait dans autre chose. Il a raconté, il montre à travers ce récit, ce journal qu'il tient, de cette quête et de cette fuite, cette double condition, hein, blanc par sa fonction, noir par sa peau. Et vous l'évoquiez, vous le disiez Audrey, hein, cette tragédie de la double conscience qui l'habite, le piège de la couleur de peau qu'il a à la fois intériorisé et qui lui est imposé. Vous citiez Senghor, Césaire, qui avait fait, peut-être pas de ce livre-là, mais d'un autre comme Batouala, leur livre de chevet, qui était un livre important de René Maran pour eux. Il y en a un qui est extrêmement critique avec lui, extrêmement dur sur ce livre notamment, et vous le racontez dans votre préface, c'est Frantz Fanon, dans Peau noire, masque blanc, qui lui consacre un chapitre qui est quand même d'une sévérité assez intense. Hein. Oui, Fanon est absolument... mais ce qui fait, il a une charge critique extrêmement forte. Il en fait un sujet psychanalytique finalement. Il fait de Veneuse l'incarnation de cette sorte de tout le malheur du colonisé. On sait qu'il a travaillé sur cette question-là, tout Peau noire, masque blanc est sur cette question-là, et il fait de Veneuse, mais il ne prend pas tellement de nuances, de subtilité là, il associe, pour lui, analogiquement, c'est assez clair, Veneuse, c'est Maran. Et c'est d'ailleurs la limite, je pense, de sa critique. Il en fait vraiment une critique quasiment autobiographique. Et il lui reproche, il dit que c'est l'homme à abattre parce que c'est celui qui ne cesse finalement de se plaindre de la colonisation ou de la domination, non parce qu'il est dominé, mais parce qu'il ne peut pas devenir celui qui le domine. Au fond, ce qu'il dit en réalité, c'est que ce que veut Veneuse, le personnage, plus que pouvoir aimer en étant noir, c'est de devenir blanc et de pouvoir aimer en tant que blanc. Et que c'est ça finalement le cœur le complexe, il est là, le cœur du complexe, il est là. Ce qui est une critique intéressante lorsqu'on lit le roman, mais que je trouve précisément trop rapide et qui ignore les subtilités de la fiction. Ce qu'une fiction tente de faire et ce qu'une fiction fait d'un personnage. On ne peut pas superposer très exactement Maran et Veneuse. Il y a des expériences qui sont les mêmes, mais Veneuse reste un personnage, et un personnage qui sert à mettre en scène, mettre en fiction un grand problème qui est celui de cette barrière raciale. Donc, j'admire évidemment Fanon pour l'étendue de son travail, mais sur ce chapitre précis, je trouve qu'il va un peu vite. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de points communs et c'est pas pour rien que Oh les beaux jours vous ont rassemblés tous les deux entre Françoise Hégat et entre René Maran. Peut-être déjà l'un et l'autre ont fait ce voyage aller sans retour. Ils ont tous les deux quitté la Martinique pour venir en France. Lui était considéré comme l'écrivain bordelais. Elle était une écrivaine marseillaise ensuite. Elle est venue s'installer ici avec sa famille. Ce sont deux écrivains de ce milieu de XXe siècle aussi. Hein. On reparlera de la temporalité de leurs écrits qui est quand même intéressante, et notamment dans les échos qu'on peut trouver avec aujourd'hui. Ce sont des écrivains de leur époque, les années 40, 50, 60 pour René Maran, et puis ces lettres de Françoise Hégat, ces lettres à une noire qui sont datées de l'année 1962.
Donc on est à peu près à la même époque. Se sont-ils rencontrés, se sont-ils lus? Pas pour Françoise Ega, qui a été publiée donc beaucoup plus tard, la première édition étant dans les années 70, en 78. On va présenter cette femme, Françoise Ega, avec vous, Audrey Célestine, pour comprendre, puisque ce livre prend la forme d'un journal. Mais en fait, il faut y raconter que c'est d'abord une sorte d'enquête. On dirait aujourd'hui qu'elle était embedded, si on reprendrait le terme anglais. Elle a fait une sorte d'enquête en immersion sur la condition de toutes ces jeunes filles antillaises, celles qui viennent comme des abeilles se poser sur l'affreuse fleur de la servitude, écrit-elle, ces jeunes filles arrivées en métropole, embauchées comme domestiques par des familles bourgeoises, employées de maison et cibles anonymes des pires humiliations racistes et sexistes, précise-t-elle. C'est véritablement une forme d'exploitation de ces jeunes femmes qu'elle dénonce, aussi dans ce texte. Oui, absolument. Elle documente les expériences de ces jeunes femmes désespérées qu'elle rencontre dans Marseille, ces jeunes femmes venues de Martinique et de Guadeloupe qui se font embaucher comme domestiques, comme femmes de ménage, et qui sont complètement exploitées, à qui on fait payer, qu'on ne paye pas pendant plusieurs mois pour leur faire payer le voyage jusqu'en métropole. Et puis elle décide effectivement de se faire embaucher pour documenter par elle-même ces expériences qu'elle collecte déjà, voilà, et elle commence à écrire. Elle a à la fois cette ambition d'écrire, de devenir écrivaine, tout en documentant, collectant les éléments, les preuves de ce traitement qui est fait à ces jeunes femmes. Ces jeunes femmes qui, pour le coup, à la différence d'elles, n'ont pas un foyer vers lequel revenir le soir, qui n'ont pas leur famille. Elle a sa famille, elle a ses enfants, elle a son mari. Oui, le foyer tient une place importante. Le foyer aussi dans le récit, c'est le repli pour elle. C'est le repli, c'est l'endroit où on revient, le quotidien, le fait de s'occuper de ses enfants, de discuter avec son mari, ça prend une place extrêmement importante. La chaleur du foyer tranche avec effectivement la froideur et la cruauté parfois des relations avec les dames, les patronnes, parce qu'il y a quelque chose autour justement des dames qui embauchent et qui sont parfois font preuve d'un certain sadisme avec ses domestiques, et elle a cette liberté de pouvoir dire stop, de pouvoir dire non, de pouvoir exiger des choses que ces autres femmes qui sont à la fois qui connaissent moins la ville, qui ont moins de ressources, notamment sociales, pour pouvoir s'en sortir, n'ont pas. Et donc elle se fait, non pas porte-parole de ces femmes, mais en tout cas elle parle avec elles et à leur côté. Et ça fait effectivement de cet ouvrage que j'ai découvert il y a à peine 10 ans, enfin ça fait vraiment pas très longtemps que je connais ce livre. À qui elle adresse ses lettres d'ailleurs ? Elle adresse ses lettres à une femme dont un portrait a été écrit dans Paris Match à l'époque, est une femme noire brésilienne qui elle-même à savoir, on raconte sa vie de collecte d'objets dans la rue, etc. Et elle décide en fait de faire de ce livre un journal de lettres à Carolina, qui est cette femme à qui elle va écrire. Et j'aime beaucoup dans la préface qui a été rédigée par Elsa Dorlin, qui est précisément la personne qui m'a fait connaître Françoise Ega dans un séminaire il y a près de 10 ans. J'aime beaucoup ce qu'elle dit du fait de parler à quelqu'un. Donc elle n'est pas la porte-parole de ces femmes, elle va pas parler à leur place, mais elle va parler à une autre femme, une femme qui est au-delà, outre-Atlantique, mais pas aux Antilles. Elle va lui dire à cette femme qui ne lira probablement jamais ses lettres, qui ne lit même pas le français, voilà, je te raconte ce qui se joue ici et qui a de larges échos avec ce que toi tu vis de l'autre côté. Et c'est vrai que ça donne, là encore, le procédé littéraire est assez puissant. Et c'est vrai que quand on découvre Lettre à une Noire, moi quand je l'ai découvert, je travaille sur les migrations en provenance des Antilles vers la France, et on a l'impression qu'un gros trou dans cette expérience collective, dans cette trajectoire collective des Antilles en France est un peu comblé avec ce livre-là. C'est un trou qui est comblé parce qu'on a déjà très peu de récits qui se situent hors de Paris,
Alors on a ce livre, on a les travaux de mon collègue historien et écrivain Sylvain Pathieu, qui était au festival un peu plus tôt, qui travaille justement sur cette expérience aussi, qui contribue à cette histoire sociale des Noirs des Antilles en France. Mais malgré tout, c'est une histoire avec tout un tas de trous, alors que c'est une histoire assez récente. Et c'est vrai que l'ouvrage de François Zega, il offre un regard et un récit sur cette expérience, pas à Paris, même s'il y a un peu de Paris dans le livre, et sur cette exploitation subie par ces femmes françaises, citoyennes françaises, qui effectuent un simple déplacement sur le territoire national et qui n'en sont pas moins complètement exploitées par ces femmes à la recherche de ces Antillaises dociles. Alors on va écouter un extrait cette fois du livre Lettres au pluriel à une Noire, préfacé par Elsa Dorlin, de François Zega, qui est donc réédité aujourd'hui chez Luxe Éditions. Lecture signée Constance Dolé. On lit une lettre, un passage du 16 avril 1963. J'ai été au sous-sol verser les poubelles. Une faible ampoule éclairait mes pas et cela sentait le renfermer. Il était 14 heures et j'avais fort à faire pour me convaincre que les grandes personnes ne doivent pas avoir peur. Je me suis penchée sur le réservoir à ordures et j'ai eu la désagréable impression d'une présence derrière moi. Juste sous l'escalier, il y avait une ombre. La minuterie s'est éteinte et j'ai entendu un petit craquement. J'ai fait un bond de côté. D'une voix blanche, la mienne, que j'entendais résonner curieusement, j'ai crié « Qu'est-ce que c'est ?» L'ombre a pressé sur le bouton et la lumière bienfaisante dissipa ma peur. Un chevrotement me répondit. « C'est moi, la concierge. » Dans la pénombre, je vis s'avancer lentement un squelette, habillé en femme et qui parlait. « C'est là que j'habite. » Elle me montra un compartiment de la cave muni d'une porte. Hors de Paris, je n'avais jamais vu cela. « Ce n'est pas possible, dis-je. » Elle répondit « Pourtant c'est vrai. Je suis là depuis 18 ans. » Pensez, 18 ans sans soleil, avec la lumière artificielle, été comme hiver. Mon mari est mort il y a quelque temps. Le canari qui était dans la cage aussi. Pensez, ils ont été asphyxiés, lentement, par les gaz qui pénètrent dans le soupirail. Aucune plante ne peut résister, les fleurs se fanent vite quand par hasard j'en achète. Elle se pencha en avant et me dévisagea avec intérêt. « Mais vous êtes noir, comme l'autre qui est parti. On lui avait fait une chambre là. » Elle me montra un compartiment de la cave. Elle n'est pas restée peu chère, elle avait peur de finir comme un canari avec toutes ces voitures qui fument juste au bord du soupirail, vous comprenez ? Venez voir la piaule. Elle ouvrit la porte. Je n'avais jamais rien vu de plus triste que cette misère sans soleil. Un lit mal fait, tout bosselé par endroits, 2 chaises boiteuses, des meubles informes. Elle montra du doigt près du plafond un trou abrité par une épaisse vitre. Je ne l'ouvre plus depuis longtemps. Quand je le fais, je reçois trop de poussière. Mon mari l'ouvrait après minuit quand les voitures passaient moins. D'ailleurs, c'est ainsi qu'il a pris froid. Et les patrons, que font-ils pour vous ? Rien. Je suis à la retraite maintenant, la retraite des vieux. Avant, c'était moi la gouvernante et je suis devenue vieille, on m'a logée là, je fais les étages. C'est toute la famille qui habite l'immeuble, des cousins, des alliés. Ils ont tout acheté. Je fais de moins en moins de travail, je suis trop vieille, on m'a dit d'aller mourir ailleurs. Je pars après Pâques, dans un endroit pour les vieux. Quand je suis malade, je reste des jours sans que personne ne vienne me voir. L'autre noir m'apportait du tilleul le soir. Vous allez loger ici ? Grâce à Dieu, non. Mais qui sont ces patrons ? Un gros bonnet du port. Vous savez, ils sont milliardaires. Sans amertume, la vieille ajouta « Il faut des riches et des pauvres, pas vrai ? Vous savez, il ne faut pas rester. Quand je serai partie, ils vont installer une bonne, là. Pensez aux canaris. » J'avais renversé ma poubelle et je m'étais assise dessus. Je préférerais le ciel pour toi à ce cachot infâme. J'ai dit à la vieille que j'avais une maison sous les pins, loin de la ville. Je lui ai dit que j'avais des enfants qui couraient dans les sentiers à la recherche de prunes sauvages et je lui ai raconté comment les amandiers avaient fleuri à profusion cette année dans la campagne provençale. Et puis, je lui ai parlé de mon pays.
Comme elle m'écoutait de toutes ses oreilles, comme un enfant à qui l'on raconte une belle histoire, j'ai oublié les patrons et leur cuisine. Je lui disais aussi que chez moi, les taudis sont inondés de soleil. Je parlais de soleil pour lui faire oublier un instant tant d'ombre. Cela avait pris un certain temps. En rentrant, j'ai vu la tête que faisait madame. Elle n'avait pas l'air contente du tout. Je lui ai expliqué que j'avais eu des difficultés pour fermer l'entrée du sous-sol. Et puis de toute façon, les 20 minutes que j'ai passées en bas sont miennes. Je ne les noterai pas sur mon petit carnet. Ce n'est pas possible de découvrir une pareille chose dans les caves d'une riche demeure. Je n'avais plus envie de rire. J'étais infiniment ennuyée de travailler pour de pareils individus. J'ai raconté cela à Cécile, qui en ce moment a laissé la biscuiterie. Le travail saisonnier qu'elle effectuait était terminé. C'était la pause. La pause pour elle, c'est la douce attente de son hyménée, car bientôt elle se mariera. Son fiancé arrive la semaine prochaine. Elle est comment, cette Françoise Égard, de ce que vous en comprenez à travers ces lettres et à travers ces mots qu'elle peut employer? On comprend qu'elle a quand même un fichu caractère. Hein. Quand elle se fait embaucher, elle surprend ses employeurs parce qu'elle répond. Quand quelque chose ne passe pas, elle le dit. Elle est très engagée dans la vie de Marseille aussi, pas simplement à travers cette enquête qu'elle va mener finalement, parce que ce boulot, elle n'était pas obligée de le faire. Elle veut aller voir, elle veut comprendre comment ça se passe. Elle va aussi s'engager auprès d'enfants dans des associations pour lutter contre l'illettrisme. Mais qu'est-ce qui l'anime? Quelle femme elle est à ce moment-là? Est-ce que c'est une forme de colère? Est-ce qu'elle a une idée de justice sociale notamment qui porte ce combat qu'elle va mener? Alors très clairement, quand on lit Lettre à une noire, il y a effectivement elle a la justice sociale chevillée au corps, c'est-à-dire qu'elle veut à la fois rendre justice à ces femmes, mais elle veut aller voir de ses propres yeux, pouvoir le dire, pouvoir le dénoncer, dénoncer ce qui se passe à l'intérieur de ces belles demeures, que ce soit pour ces femmes noires ou pour d'autres aussi. Elle analyse également les relations entre mari et femme. Elle raconte tout cela. Elle raconte aussi des choses qui se passent dans la petite communauté antillaise de Marseille et tous les enjeux de classe aussi qui traversent cette petite communauté, ce qu'on va davantage mettre en avant que d'autres, que c'est pas les filles du peuple qui parlent surtout créole qu'on va mettre en avant. On va mettre en avant les mulâtresses aux jolis visages, mais qui sont raides comme des balais, qui savent pas danser la biguine, mais qui porte bien. Et donc cette espèce de regard un peu général sur cette ville, sur ce qui s'y joue, sur ce qui s'y passe, le fait qu'elle est indignée, qu'elle rentre le soir indignée, puis qu'elle se dit bon, faut pas que je raconte trop l'indignation parce que mon mari va me dire mais arrête d'aller chez ces dames, ça suffit, tu n'en as pas besoin et tu te fais du mal. Donc elle réfrène un petit peu tout ça, mais elle le note consciencieusement, et parallèlement à ça, il y a cette aspiration littéraire aussi. Et je pense que c'est la combinaison de tout cela qui, encore une fois, rend le récit particulièrement puissant. Mais effectivement, dans sa manière de dire les choses, de répondre, il y a des moments vraiment savoureux quand elle rencontre une de ces dames, une de ces patronnes hors de la maison, et qu'elle est particulièrement bien mise, et qu'elle a des gants, et qu'on voit qu'elle s'exprime très bien, ce qu'elle vous montre déjà. Elle insiste pour qu'on l'appelle par son prénom, elle est une personne, elle est une individualité. Et c'est vrai que, encore une fois, ça c'est un récit tel qu'on n'en a pas beaucoup, et on devine, en tout cas en découvrant cet ouvrage, on devine effectivement quelqu'un d'engagé dans la ville, d'engagé dans la cité, d'engagé pour les siens, mais également pour ceux qui ne sont pas complètement dans sa communauté, mais qui sont les gens de peu, des gens comme cette concierge qui vit dans une cave. Ouais, Madame Bougarsar. Oui, très rapidement, en écoutant l'extrait, me frappe une chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais dans les points communs qu'il peut y avoir entre Ega et Maran, il y a en effet cette sensibilité aux situations sociales, aux situations de domination. Maran, on l'oublie souvent, est d'abord journaliste. En fait, il a une carrière extrêmement longue d'écrivain, qui commence d'abord par le journalisme. Évidemment, il a le Goncourt en 21 et on a l'impression que sa carrière commence là. Mais avant 21, il a écrit énormément d'articles qui ont souvent été des articles qui concernaient la France de l'immédiate après-guerre
et de sa situation sociale. Il a beaucoup écrit sur ces questions-là. Et ce qui me frappe, c'est vraiment la même précision dans ce que vous disiez sur le relevé, le fait de documenter une situation par des faits très précis sur la manière dont des gens qui ont été brisés par une expérience ou qui sont en train d'être brisés par une expérience ou dominés essaient ils montrent simplement comment ils vivent. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe ici, et ça passe évidemment par une langue très précise, très sensible, très concrète, très matérielle finalement. C'est très curieux chez Maran, parce qu'autant il peut être, comme dirait Flaubert, épris de grands vols d'aigle romantiques, autant le journaliste est extrêmement précis, tranchant, mordant, et on en a une trace dans Un homme pareil aux autres, quand, et là c'est l'administrateur colonial qui revient, quand il décrit, par exemple, la situation des Africains qu'il croise en Ubangui-Chari, et qu'il décrit les conditions dans lesquelles il vit, tout en sachant qu'il est lui-même administrateur colonial. La manière dont il décrit les populations africaines qu'il rencontre et qu'il administre, mais dont le sort le touche, dont la vie matérielle le touche, me fait croire qu'il y avait peut-être pas je ne sais pas s'ils se sont rencontrés, s'ils se sont connus, mais en tout cas une sensibilité peut-être commune qui passe aussi par cette langue et ce souci d'être très précis dans le fait de documenter une expérience, une situation, mais du point de vue, ou en tout cas à côté des dominés. La colonisation est une déesse âpre et cruelle qui ne se paie pas de mots et se nourrit de sang, écrit-il. René Maran, quelle critique est-ce qu'il fait dans ce livre de la colonisation? Qu'est-ce qu'elle fait aux hommes? Vous disiez tout à l'heure, vous rappeliez qu'il pointait les effets de la colonisation à la fois sur le colonisé et sur le colonisateur, sur le corps des hommes. Mais c'est quand même une réflexion aussi autour, dans toute son œuvre, de cette fameuse mission civilisatrice qu'il y avait à l'époque. Contrairement à ce que dit Frantz Fanon, qui adopte le point de vue psychanalytique, il y a quand même, avec René Maran, un auteur très politique aussi. Oui, extrêmement politique, et ça préface, tout en portant quelques ambiguïtés, et tout de même, sur ce plan, la dénonciation des méfaits coloniaux, extrêmement nette, ça c'est clair. Et il a, avant Césaire, par exemple, avant le discours sur le colonialisme de Césaire, lancé cette idée qui est, et Césaire le dit ainsi, que la colonisation travaille d'abord à déciviliser le colonisateur. Mais ça, c'est une idée qui vient de Maran. Et il le dit très clairement parce qu'il raconte comment les fonctionnaires coloniaux, finalement, ne songent sont dans une sorte d'ivresse permanente. Ils boivent tout le temps, ils n'ont aucune forme de tenue, et il dit comment quelqu'un qui passe sa journée ivre, qui passe sa journée dans un état éthylique avancé, peut-il prétendre civiliser quelqu'un? Quelle est cette civilisation de l'alcool? Quelle est cette civilisation de l'abrutissement? Qui est le véritable sauvage dans cette situation-là? Et Maran, c'est vraiment une chose à laquelle il a été très sensible, et sa critique de la colonisation commence par cela. Et il pointe évidemment du doigt, mais ça, il ne le dit pas clairement, mais c'est plutôt un sous-texte. Le fait que cette fameuse mission civilisatrice est d'abord une prédation économique, et que l'on a construit la cause a posteriori, on a construit la motivation a posteriori. On a vu, les colons ont vu qu'il y avait des richesses, on va prendre ces richesses, et une fois qu'on est là, il faut tout de même justifier d'y être, donc ce sera la fameuse mission civilisatrice. Et même sur la question de la religion, il a un propos extrêmement critique sur le fait que les colons n'ont aucune forme de spiritualité, et que les populations qu'ils viennent prétendre civiliser ont une spiritualité beaucoup plus forte, un rapport par exemple à la nature beaucoup plus respectueux, un rapport aux animaux. C'est quelqu'un qui est très sensible, et c'est assez nouveau au sort des animaux. Il a d'ailleurs écrit un livre que lui considérait comme son meilleur livre, qui s'appelle le livre de la brousse, qui est un ensemble de fables, aussi qui vient d'une tradition très ancienne, mais où il évoque la souffrance animale, où il évoque
la beauté aussi du monde animal et ce qu'elle porte comme exemple pour les hommes. Civilisation, orgueil des Européens et leur charnier d'innocents, tu n'es pas un flambeau mais un incendie. Tout ce à quoi tu touches, tu le consumes, hein, écrit-il dans la préface de Batouala, ce livre qui lui valut donc le prix Goncourt en 1921. Alors vous faites aussi tous les deux quand même l'écho à travers ces deux figures littéraires et leurs œuvres avec aujourd'hui. Hein. Vous l'écrivez, Mohamed Boukarsar, dans votre préface. Vous expliquez aussi à travers ce personnage de Veneuse qu'il est quand même indéniable qu'il existe, c'est ce que lui pense et dit aujourd'hui en France, des traces plus ou moins profondes de racisme. Ça, il le dit pour l'époque veneuse, donc dans le livre. Mais et il pense qu'il faut s'attaquer à ce qui nourrit ce qu'il appelle un fléau social, hein, le racisme. Quel écho vous trouvez avec aujourd'hui? Et autrement dit, la question vaut aussi après pour Françoise Ega, mais quel intérêt à rééditer un livre comme celui de René Maran en 2022? Alors, l'intérêt de cette réédition par les éditions du Typhon, c'est précisément, je crois que les problèmes que pose Maran, dans le fond, demeurent les mêmes. Leur expression n'est peut-être plus sur la question amoureuse, enfin, je l'espère en tout cas, encore que, mais je crois que globalement, la question des mariages interraciaux a trouvé, non pas peut-être pas une résolution, mais ça devient plus banal, on va dire. Mais la question de la domination, de la légitimité, peut-être pas à aimer, mais par exemple à travailler, à occuper un certain nombre de postes, à tenir à avoir certains engagements. Est-ce que toutes ces questions-là sont encore tributaires de la couleur de peau? Au fond, ce qu'il pose comme question, c'est est-ce qu'on réfléchit encore à partir de la couleur de peau? Et ça, c'est une question extrêmement contemporaine. Ça arrive encore, et très récemment, par exemple, quand Pape Ndiaye, voilà un exemple. Pape Ndiaye est donc nommé ministre de l'Éducation. Tout de suite, bon, il y a toujours un ensemble de réflexions, etc. Ouais. Mais on sent, même si on ne le dit pas, que le fond du problème, c'est la couleur de peau. Est-ce que, voilà, un noir ministre de l'Éducation française, qu'est-ce que ça... Voilà. Après, évidemment, on ne le dira plus jamais comme ça, parce que du temps a passé et qu'on sait qu'évidemment, cette question est devenue extrêmement glissante. Et que voilà. Mais, au fond, il y a toujours cette question qui demeure, et Maran la pose dans l'amour pour lui, mais aujourd'hui, ça a des traductions tout à fait autres. Et c'est un texte, je pense, qui peut aider à poser un certain nombre de questions. Oui, c'est intéressant parce que se pose aussi, en préparant cette rencontre, évidemment, on a tous en tête les réactions nombreuses à la nomination de Pape Ndiaye à ce poste de ministre de l'Éducation. C'est vrai que c'est incroyable aujourd'hui, en fait, tout ce que ça peut susciter comme appréhension ou comme réaction avant même qu'il ait commencé à occuper ce poste. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il est d'ailleurs lui-même un pur produit de ce qu'on appelle la méritocratie française, en ayant fait toutes ses études ici, Pape Ndiaye, et se pose aussi pour René Maran la question de la légitimité. Et la même d'ailleurs chez Françoise Ega, hein, ce désir, vous le dites bien, Mohamed Boukarsar, d'être légitime par l'écriture, de ne pas être en permanence enfermé, emprisonné par ces discours racialistes aussi, hein, d'être un écrivain et pas tout le temps un écrivain noir. Comment y parvenir, hein? C'est la question qu'il travaille aussi, René Maran. Oui, c'est la question qu'il travaille, mais je crois que malheureusement à cette question, il n'y a qu'une réponse possible. Ce n'est que par l'écriture, finalement. C'est de toujours renvoyer les discours à l'écriture. Toujours, et faire de l'écriture le lieu de sa défense, si défense il doit y avoir. Ce n'est que l'œuvre qui finit par convaincre. Elle convainc dans le temps, ou elle désarme en tout cas toutes les suspicions dans le temps. Mais je pense que malheureusement, on ne peut pas a priori se défaire de cette question-là. Ce n'est que dans le travail qu'on effectue, qu'on pose, que finalement on se rend compte qu'on traite de questions de fond
et que tout ce qui est un peu superficiel, qui est lié voilà, aux assignations, finit par disparaître parce que l'œuvre tient, elle traverse le temps, elle est solide et elle ne laisse pas de prise au pépiment. Voilà. Il faut que ça... Mais vous les avez craints, ces pépiments-là, vous aussi. Hein. Cette question, elle vous a travaillé pendant toute l'écriture aussi de votre livre ou de vos livres. Il y a un effet miroir quand même aussi. Bon, évidemment. Avec On est marrant. Avec oui. Marrant, oui. Vous l'avez dit d'ailleurs. L'occasion était trop belle. Évidemment, quand les commentaires ont commencé à affluer, il y a toute une frange des commentaires qui disaient ce n'est qu'un prix symbolique. L'occasion est trop belle, 100 ans exactement, 1921, 2021, on ne va pas rater ça. Donc forcément, il faut un écrivain noir. Voilà. Donc il y a eu cette interprétation-là, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Il n'y a rien à répondre, il faut continuer à travailler. Mais tout votre roman est une mise en abîme de ça, de toute façon. Oui, vous attendiez ces réactions-là. Oui, oui, ça, je le savais, et c'est précisément parce que je le savais que je m'en moque aussi. Cette quête de légitimité par l'écriture, et cette fascination aussi pour la figure de l'écrivain, on la retrouve chez Françoise Ega. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait de ses lettres à une noire. Page 125, nous sommes le 2 avril 1963. Merci Constance Dolé. Mon fils a perdu son livre d'histoire. Je suis partie chez le libraire pour lui en acheter un autre. Devant tant de livres alignés, l'idée m'est venue de demander des renseignements sur la façon de publier un livre. Ils sont terriblement sympathiques, les marchands de bouquins. Et rien ne les étonne puisque c'est l'époque des poissons d'avril. Le premier que j'ai vu en haut de la Canebière était beau, blond, bien habillé et distingué. Je lui ai dit que j'avais une amie qui voulait faire publier un livre. Il m'a regardé, sans rire, avec curiosité. Pense un peu, Carolina, j'étais porteuse d'un filet à provisions d'où s'échappaient de longues feuilles de blettes. Je n'avais pas l'air sérieux du tout, mais le monsieur m'a répondu sérieusement. Écrivez à Gallimard, il n'y a rien à Marseille et c'est dommage, car c'est souvent que l'on me demande des renseignements de ce genre. Écrire à Gallimard. Je ne suis pas fadade. Il ne va pas me répondre. Je ne l'ai pas dit tout haut et j'ai demandé mon livre d'histoire. Il ne vendait pas de classique, alors je lui ai acheté un Mickey et je me suis sauvée. Je suis rentrée chez Larousse, je me suis adressée au petit caissier, brun et sec. Je lui ai raconté l'histoire de mon ami qui voulait publier un livre. Il m'a demandé quel genre de livre, d'un air intéressé. Je l'ai renseigné et les mots fatidiques sont tombés de ses lèvres. Rien à Marseille. Je n'ai pas non plus le livre d'histoire qui vous intéresse. Dites à votre ami d'aller faire un tour à Paris. Aller faire un tour à Paris. Tiens, je n'y avais pas pensé. Je suis rentrée dans une autre librairie de la rue Longue des Capucins, située près d'un drôle d'hôtel où se tiennent des dames maquillées. Le libraire était grisonnant et sérieux, il n'a pas eu non plus l'air étonné. Il avait le livre que je cherchais, et j'ai senti que je n'avais pas besoin de parler de mon ami écrivain. Et tout de go, je lui ai demandé « J'ai un livre à faire publier, que faudrait-il faire ?» Il a ôté ses lunettes. Et malgré les feuilles de blettes qui jaillissaient de mon filet et effleuraient ses vitrines, il m'a dit « Mais c'est très bien cela. Il faut écrire au syndicat des éditeurs à Paris. Je ne sais pas dans quel arrondissement cela se trouve, mais cela existe. Un futur écrivain à Marseille, c'est bon, c'est bon. » Il ne sait pas ce que j'ai pu écrire, mais il aime qu'il y ait des écrivains dans sa ville. Moi aussi, j'ai trouvé cela bon de sa part. J'ai regagné la rue, toujours triste en cet endroit, et j'ai été persuadée que les paroles de ce libraire n'étaient pas des poissons d'avril. Mes feuilles de blettes, trop longues, m'ennuyaient, je les ai repliées dans le filet. Pour la première fois dans ma vie, j'allais entrer dans un bureau de placement pour femmes de ménage. Dans les coulisses de la main-d'œuvre, l'individu qui pénètre a le choix de l'emploi. Chez les placeuses pour gens de maison, il n'y a pas de tuyau d'échappement. On sait ce qui attend les femmes qui s'y rendent. J'ai grimpé les 6 étages pour trouver le bureau. Dans le vestibule, 6 chaises en bois ciré par tant de jupes misérables étaient déjà occupées par des femmes pleines de l'espoir de trouver un emploi. Les belles dames, en quête d'une employée, ne s'installent pas auprès de leur future femme de ménage. Elles ont la priorité et entrent dans le bureau sans faire la queue.
Elle regarde avec une curiosité évidente celles qui sont obligées d'attendre. Près de moi, une dame, debout, attendait son tour de pénétrer dans le bureau. Elle sentait bon, avait les mains soignées et un regard de vautour. Elle me regardait de ses yeux cruels. Heureusement que les employés ne s'offraient pas à la crier, elle m'aurait vite prise à son service. Elle a enfin pénétré dans le bureau et a demandé à la placeuse si elle me connaissait. Celle-ci, qui ne m'avait jamais vue, dit à la dame d'attendre et me fit entrer. Les autres femmes qui étaient là avant moi maugréaient. Il n'y a rien de plus sucré qu'une placeuse. Elle veut faire plaisir à tout le monde et elle s'évertue à mettre en confiance employeurs et employés. J'ai tout de suite dit que je cherchais un emploi à mi-temps. Elle ne m'a pas demandé mes papiers ni mon nom. Je plaisais à la dame au regard d'oiseau de proie. Cela lui suffisait. Gentiment, la placeuse m'a demandé si je ne pouvais me libérer toute la journée. J'aurais le repas du midi non compris dans mes gages. Puisque je cuisine à outrance pour ma marmaille, le repas des autres ne m'intéresse pas. Et puis, il me faut au moins une demi-journée pour m'occuper de ma propre maison. Je refusais donc. La placeuse, avec son meilleur sourire, m'a dit que je perdais une affaire en or. La dame est partie sans me regarder. Elle ne comprenait pas que je puisse décliner son offre. J'ai dû expliquer à la placeuse qu'un billet de sa maison me désignant un employeur, c'était une espèce de loterie dont j'acceptais les avantages ou les risques, mais là, mes yeux avaient vu le regard d'aigle et les lèvres minces de cette patronne, cela ne valait pas la peine de pénétrer dans son intimité. « Oh, m'a-t-elle répondu, il ne faut pas se fier aux apparences. » Et elle m'a donné une demi-douzaine d'adresses dans des endroits si éloignés de mon habitation que j'ai dû pour aujourd'hui renoncer à poursuivre mes investigations. Il ne fallait pas que je revienne de la ville sans avoir fait quelque chose de positif. Je suis entrée chez un confectionneur et j'ai pris un gros tas de pyjamas en finette à piquer. À 4 francs les 2 pièces, il va falloir que je travaille comme une damnée pour gagner 8 francs par demi-journée. Cela me permettra au moins de trouver la dame qui me plaît. Et Carolina, pour me donner du courage, j'ai regardé les panneaux d'une agence de voyage, j'ai vu une réclame vantant les Caraïbes et montrant d'indolentes filles agitant les foulards de l'adieu. Mon âme a éclaté de rire et elle a vu des femmes en sueur portant d'énormes régimes de bananes ou bien penchées dans les champs d'ananas ou encore attachant des tas de cannes sans se donner le temps d'aller au petit coin, et mon âme criait « Trompez, trompez donc, puisque la vie est un gros mensonge !» Il fallait faire taire cette âme. J'ai encore arrangé mes blettes dans mon filet et j'ai dit tout haut « Il faut que je rentre faire ces machins-là !» Une femme qui se tenait près de moi a souri et mon âme est définitivement rentrée dans sa carapace. Il y a bien trop de choses présentes auxquelles il faut penser pour qu'elle ne s'amuse pas à aller vagabonder jusqu'aux Antilles. Elle a beaucoup d'humour, Françoise Degas, dans ses lettres aussi, et la lecture de Constance Dolay le retransmet ou retranscrit bien aussi. Hein. Elle a une plume bien trempée, on le disait un peu comme son caractère. Qu'est-ce que l'écriture représente pour elle déjà à ce moment-là? Et c'est pas son seul livre, hein, Lettre à une noire, elle en a écrit d'autres. Moi, je pense que ce que son écriture révèle et qui fait un peu le lien avec ce dont on parlait juste avant la lecture, c'est qu'elle raconte finalement, elle établit une sorte de pont entre précisément le moment colonial et ce moment d'après. On est après plus de 15 ans après la fin officielle du statut colonial de cet endroit d'où elle vient. Et pour autant, le traitement qu'elle voit, qu'elle documente, qu'elle raconte, c'est celui justement qui est, à mon avis, au cœur de ce qui se joue dans une grande partie du racisme à la française. C'est-à-dire, voilà, ce fait que on a changé de nom, donc ce n'est plus colonial, c'est outre-mer, donc normalement, tout est réglé. Et non, tout n'est pas réglé. Elle montre que tout n'est pas réglé et elle le fait avec un humour assez féroce dans les situations interpersonnelles ou à travers le récit. Elle raconte des choses qui peuvent être drôles, mais on sourit en étant un petit peu crispé malgré tout. Et je pense que c'est dans tout ça, en racontant tout ça, pas forcément sur le mode de la dénonciation franche et directe. Non, elle a une écriture du quotidien voilà, aussi, en décrivant un quotidien extrêmement dense. C'est ça, c'est l'épaisseur du quotidien qu'elle raconte comme ça et qui raconte précisément quelque chose qui pour le coup est très 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 actuel.
actuel. Alors, je ne sais pas si au moment où elle l'écrit, elle se dit que ce sera encore actuel 60 ans plus tard. Alors justement, en quoi c'est actuel? Parce que c'est la philosophe Elsa Dorlin qui préface Lettre à une Noire, parle d'une contribution originale aux réflexions actuelles sur l'expérience vécue, des rapports de classe, de genre et de race. Elle situe là aussi le côté très précurseur de ces lettres. On parle d'intersectionnalité aujourd'hui, mais il y a déjà de ça, effectivement, dans les lettres de Françoise Égard. Il y a complètement de ça. Je pense que c'est un récit intersectionnel. C'est aussi un récit du point de vue d'une femme qui raconte ce qu'elle fait, également ce que font les autres. Ce n'est pas un récit juste sur ces personnes. Elle fait aussi partie de ce groupe, tout en faisant la distinction entre elle qui a plus de choix que les autres et ces autres femmes. Et puis je pense que ce qui est quand même assez fondamental, c'est que la race, le racisme sont des choses qui sont extrêmement contextuelles et que en France, ça a nécessairement un rapport extrêmement étroit, intime, avec la question coloniale, avec la question de l'histoire coloniale, de la mémoire coloniale, et que là, on est précisément ça. Et pour le coup, les Antilles, ce qui est particulièrement intéressant avec ces lieux-là, avec ces espaces-là, c'est que ce sont à la fois des espaces qui sont colonisés, qui ont été colonisés il y a très longtemps, et qui en même temps sont sortis de la colonisation sans indépendance. Et que ça aussi, ça marque, ce sont des trajectoires extrêmement particulières et un peu paradoxales, et qui font qu'il est compliqué, ambivalent, ambigu, tout le temps de savoir exactement ce dont il s'agit. Et ça, Françoise Égard le montre magnifiquement à ce moment-là, qui est le moment juste avant qu'il y ait une migration massive, entre guillemets, des populations antillaises vers la France hexagonale. On est au moment où ça commence à s'accélérer, mais ça ne s'accélère véritablement qu'à partir de la fin de son récit, en fait. Mais elle documente ce petit moment-là et qui façonne très largement lorsqu'elle raconte son petit séjour à Paris et qu'elle raconte comme tous les agents, son ami raconte que tous les agents de la circulation de Paris sont des Antillais. Ça dit quelque chose de comment se transforme une petite partie de la petite fonction publique française qui devient antillaise à ce moment-là et qui façonne du coup aussi une partie de ce pays à ce moment-là. Il y a ce tiraillement et aussi cette attirance quand même toujours pour la figure de l'écrivain. J'aime bien ce jour du 16 octobre 62 où elle raconte « Il est venu, il était là, tout Marseille en parlait. J'ai pris congé pour la journée, je devais voir comment c'est fait un académicien. J'ai pris le car qui mène à Saint-Loup pour aller près du lycée qu'il devait inaugurer. Pourquoi n'aurais-je pas laissé les balais aujourd'hui pour voir Marcel Pagnol ?» Tout le monde en parlait à Marseille. C'était l'événement du jour. Sauf que dans le car, en fait, elle va croiser un regard, une tête baissée, celui d'une femme antillaise qui va lui raconter son aventure. Elle sent que sur le moment, cette femme a besoin de parler, d'un peu de soutien, d'un peu d'espoir. Et du coup, elle le loupe. Et elle loupe l'entretien, ou en tout cas, elle raconte de toute façon, à quoi cela m'aurait-il servi, Carolina, toujours cette femme à laquelle elle s'adresse. J'étais atterrée par l'histoire de ma compatriote et mon enthousiasme était tombé. Voilà pour ces paroles de Françoise Égard. L'importance aussi de rééditer ces deux livres aujourd'hui, on l'a évoqué, la forme littéraire, celle du journal, qui est quand même particulière et que ces deux auteurs, ces deux écrivains vont adopter pour se raconter, peut-être aussi pour pouvoir être dans cette littérature du quotidien que vous évoquiez tous les deux. Est-ce qu'on a encore un peu... est-ce qu'on a le temps? Moi, j'aurais adoré que Mohamed Bougarsar, qui n'a pas du tout préparé ça, nous lise quand même un extrait de René Maran. Ça peut être les premières lignes. Moi, j'aimerais beaucoup l'entendre dans votre voix. Vous avez un micro, on a le livre. On va prendre juste ce temps-là. Et... Merci de préciser que ce n'était pas du tout préparé. Non, c'est pas du tout prévu. C'est beaucoup mieux comme ça, non? Et en profiter quand même pour remercier les deux maisons d'édition qui rééditent ces livres aujourd'hui et qui les portent à notre connaissance. Et pendant que vous cherchez, Mohamed, juste, vous m'avez raconté que Françoise Égard, elle est peu connue aujourd'hui. Un des enjeux de ces rééditions, c'est ça aussi peut-être, Audrey Célestine, de faire traverser ces auteurs et ces voix outre-mer pour permettre de porter ces paroles. C'est des figures qui n'ont pas, dont l'héritage est encore méconnu. Mais effectivement, l'histoire sociale de cette migration, de ces migrations antillaises vers la France, elles sont très mal connues. Elles ont tout un tas de trous. Pendant longtemps, ceux d'ici, on peut reprocher à ceux de là-bas, finalement, de pas beaucoup s'intéresser à leur sort.
Et effectivement, là, on est à une période où on parle de plus en plus du Bumidum, même si j'imagine qu'il y a des gens ici qui connaissent le Bumidum, mais ce bureau de migration intéressant les DOM qui a déplacé des centaines de milliers de personnes, enfin un peu moins de 200 000 personnes pendant des décennies, qui a façonné à la fois ce pays, mais également la Martinique, la Guadeloupe, qui sont les seules îles de la Caraïbe qui perdent de la population. Et c'est vrai que du coup, ce livre-là, ce témoignage, ces récits, ils sont importants à lire effectivement à Marseille, parce que c'est une vraie autrice marseillaise. C'est aussi un bout de l'histoire martiniquaise, l'histoire antillaise, qu'il est important il me semble, en tout cas, je pense, de connaître et de mieux appréhender. De faire voyager. Mohamed Mboukarsar, est-ce que vous avez trouvé ce passage ? En fait, il y a beaucoup de passages mais là, il faut choisir. que j'aimerais lire, mais il y a notamment un passage que par pur chauvinisme sur Dakar que j'aurais pu lire, mais je vais lire le début, tout simplement, de ce roman. Est-ce qu'on peut l'encourager, juste ? Merci. Je m'appelle Jean Veneuse. Le nègre que je suis a peut-être tort de publier les confidences qu'on va lire. On m'a pourtant conseillé de le faire parce que le moment semble venu d'en saisir l'opinion publique. Je crois entendre déjà les critiques qu'elles susciteront. Le français, affirmera-t-on, n'a jamais eu de préjugés de couleur. Quelle erreur est-ce là ? Il est indéniable qu'il existe aujourd'hui en France des traces plus ou moins profondes de racisme. Or, l'on ne réduira ce fléau social à sa plus simple expression que dans la mesure où l'on aura le courage de pénétrer et de résoudre les problèmes qu'il pose. L'Européen en général, le Français en particulier, non contents d'ignorer le nègre de leur colonie, méconnaissent celui qu'ils ont formé à leur image. Méconnaissant l'un, ignorant l'autre, comment les comprendraient-ils ? Les nègres ne cessent au contraire de les étudier et de les approfondir. Analysant sans répit leurs éducateurs, ils les passent au crible de leur esprit d'observation et persiflent leurs prétentions, leurs faiblesses et leurs illogismes, tout en les aimant du plus profond de leur cœur. Il est donc naturel que l'un d'eux ait essayé de dresser le relevé des dettes qu'il avait contractées envers la civilisation blanche. Le présent récit, qui constitue moins un livre à thèse ou un état de race qu'un état d'âme, tente à donner un aperçu de cet inventaire provisoire. Les pages qui le composent et qui ne datent un peu qu'en 2 ou 3 endroits seulement, sont tirées du lot de vieux cahiers participants du livre de raison et du carnet de route où, 13 années durant, il a été noté de façon intermittente les hauts et les bas de sa vie de petit fonctionnaire colonial. Elles ne donneront qu'une idée affaiblie des souffrances morales qu'il a supportées en Afrique et de l'ennui qui le minait, ennui sans imprévu, solitude sans aventure, immensité seulement et regret d'une intelligence trop sensible qui se replie sur elle-même devant l'hostilité de la lumière et les hypocrites mensonges de la civilisation. Il n'a guère connu que cela, tout le temps que le climat du pays et de ses ancêtres a tenté de l'envoûter. Il aurait voulu se donner, se prodiguer, mais il n'était là, lui, que ses livres avaient pétri d'idéalisme que pour défendre des intérêts matériels dénués de toute vraie grandeur. Il aurait voulu ne rien voir, ne rien savoir, ne rien entendre, mais comment tenir pareil gageur en ces contrées primitives où l'on est forcé d'entendre ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne veut pas voir. Un amour secret, lui servant de consolation et de refuge, est venu un jour alléger ses désillusions et sa détresse. Il a longtemps cherché à se l'interdire, autant par timidité que par scrupule, jusqu'à l'heure où, las des livres qui lui tenaient compagnie loin de France, las de l'amer plaisir qu'il prenait à les feuilleter, à les commenter et à coucher ses commentaires dans leurs marges ou ses cahiers, il s'est enfin décidé à répondre à l'appel de son destin. Le livre que voici n'est, au fond, que le voyage d'une race à une autre et d'un cœur à un autre cœur. Puisse-t-il, par sa simplicité sans après et son dépouillement, imposer silence aux préjugés, aux sophismes et aux partis pris qui cherchent à transformer les arrêts changeants de sciences trop souvent faillibles en autant d'impératifs ethniques. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Merci 1000 fois.
Voilà, c'était un extrait d'un homme pareil aux autres, aux éditions du Typhon, préfacé par Mohamed Mboukarsar. Et vous dites de lui, de René Maran, que son indépendance a fait de lui l'auteur d'un homme pareil aux autres, un homme à nul autre pareil. Très belle formule. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Un grand merci Audrey Célestine, Des vies de combat, femmes, noires et libres. Votre livre apparu aux éditions de l'Iconoclaste, où l'on trouve un court portrait, notamment de Françoise Égard, entre Nina Simone et Aretha Franklin, de mémoire, voilà, des femmes de combat dont vous faites le portrait. Françoise Égard, Lettre à une noire, aux éditions Luxe, préfacée par Elsa Dorlin, vient de reparaître donc l'an dernier. Et je n'ai pas cité votre livre à vous, Mohamed Mboukarsar, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, La plus secrète mémoire des hommes, chez Philippe Ray, paru l'an dernier, et prix Goncourt 2021. Merci beaucoup à tous les deux et merci mille fois à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le Festival Aux les Beaux Jours remercie Audrey Célestine, Mohamed Mboukarsar, Constance Dolé pour les lectures, ainsi qu'Olivia Gesbert qui a animé cette rencontre. Et merci également à l'équipe du MUSEM à Marseille qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques des auteurs sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 7e édition du festival Aux les Beaux Jours aura lieu du 24 au 29 mai 2023 à Marseille. Montage Clément Lemarié, voix Nicolas Lafitte, musique The Unreal Story of Lou Reed by Fred Nefché et French 79, un podcast produit par Des livres comme des idées.